Didola Kama est un jeune Congolais de la diaspora, un combattant, mais pas comme les autres, un combattant qui ne combat pas physiquement, mais qui combat ou qui lutte contre les antivaleurs, qui essaie de rehausser un peu le niveau du débat au sein de la diaspora congolaise en Europe. Il est à Kinshasa depuis un certain temps et moi j'ai comme l'impression c'est le bourgie des autorités congolaises. On en parle avec lui. Bonsoir, bienvenue à vous, Monsieur Lakama. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Merci en tout cas d'y avoir répondu aussi promptement. Didola Kama, je rentre directement dans le vif du sujet. On vous accuse, vous, de la diaspora, avant qu'on en vienne à votre combat, à votre combatisme, c'est un nom que j'ai créé comme ça. On vous accuse maintenant de vous rapprocher de plus en plus de Corneille Nangaa. Qu'est-ce qui se passe ? Ben écoutez, je ne me sens pas du tout concerné par rapport à ces ordres d'accusation. Pour les gens qui me connaissent vraiment, ils savent que on est patriote et on s'est battu, on se bat toujours et on se battra toujours pour les intérêts d'abord des Congolais et du Congo. Et on ne pourra jamais justement travailler avec les gens qui font autant de mal à nos populations. Donc on sait qu'il y a un rapprochement par ces forces. Ça s'explique comment en fait, oui. Ça s'explique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent le combat patriotique et leur combat personnel. Beaucoup de gens qui ont été déçus du gouvernement, qui n'ont pas eu de place ou bien qui n'ont pas eu de reconnaissance ou bien qui n'ont pas eu ce qu'ils espéraient avoir. Ensuite, après avoir été déçus, ils ont choisi justement de devenir les ennemis du gouvernement. De la frustration simplement. La frustration emmène des fois à la confusion. Les gens confondent se battre pour son pays et se battre pour ses intérêts. C'est un peu ça le problème, mais d'autres gens restent des patriotes et on n'a pas besoin d'être officiellement un représentant ou quelqu'un qui est payé par le gouvernement pour faire un travail de patriotisme. C'est ça le patriotisme, c'est avoir l'esprit et avoir l'intérêt du pays avant tout. Alors la définition que j'ai donnée de vous en tant que combattant qui combat les antivaleurs, vous convient-elle? Vous qui êtes très connu, figure de proue dans la diaspora congolaise actuellement. En tout cas, le verbe combattre, oui, on combat énormément, en tout cas en créant des actions. On combat et sur le terrain en diaspora, mais aussi sur le terrain au Congo, puisque voilà. Vous êtes entrepreneur aussi, oui. Oui, je pense que pour combattre aussi, il n'y a pas que le côté social et humanitaire. Il faut aussi combattre en revenant des fonds et de l'argent. Donc moi-même, j'ai créé mes entreprises et dans la diaspora et aussi bien sûr aussi au Congo. C'est une manière aussi de développer et de construire son pays, créer de l'emploi, créer de l'argent. Et c'est ça aussi l'indépendance, être toujours dépendant financièrement des autres. Celui qui te donne, c'est celui-là qui te dirige. Donc si on veut vraiment avoir une indépendance, et là je parle soit de l'individu, mais aussi du pays, il faut créer nos propres financements pour justement, avec ces fonds, faire ce qu'on a besoin. La guerre, puisqu'on est en guerre, exige énormément de fonds. Les nerfs de la guerre, c'est l'argent, donc il faut créer, il faut faire de l'argent pour pouvoir se défendre et justement construire les murs qui vont protéger et sécuriser tous les Congolais qui vivent sur le territoire. Comment est-ce que cette guerre d'agression est perçue par les Congolais de la diaspora? En tout cas, à l'unanimité, personne n'est content de voir le Congo saigner. Mais maintenant, il y a une division, et ça, je ne peux pas vous le mentir, entre comment prendre position justement dans ces affrontements. Beaucoup de gens comprennent qu'aujourd'hui, l'ennemi vient de l'extérieur et ils ont réussi à engrainer des personnes de l'intérieur. C'est souvent les gens qui sont à l'intérieur qui ouvrent la porte pour que les gens entrent. On essaie de s'organiser dans la diaspora. Et je pense que vous avez vu dans le pays où moi je suis, en tout cas en Belgique, vous avez vu que la Belgique a pris une position claire pour le Congo. Et le gouvernement belge, il faut dire. Le gouvernement belge. Ouais. Donc il y a la diaspora. La diaspora a ce rôle-là de servir d'ambassadeur et de servir les intérêts du Congo. Mais la diaspora-là n'est pas une. La diaspora belge n'est pas une, mais le gouvernement belge a pris position en faveur de la RDC. Le gouvernement belge a pris position parce qu'il y a une pression de la diaspora. Donc la diaspora en Belgique, en tout cas. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement, oui? Concrètement, on a fait d'abord nos manifestations, mais aussi on a fait un lobbying politique. On a, louange à Dieu, au plus haut niveau des gens de la diaspora qui sont aujourd'hui des Belges, qui ont pris des positions et des places dans le gouvernement belge. Et aujourd'hui, on continue à nous mettre derrière eux. Et eux, ils influencent leur parti politique. C'est comme ça que le ministre des Affaires étrangères, mais aussi les parlementaires fédéraux, là je pense on a 2 parlementaires fédéraux d'origine congolaise, à Mme Lydia Mouchebele et aussi à M. Compagnie, qui font un travail extraordinaire, mais il y a aussi les députés régionaux, et même au niveau communal. En tout cas, la classe politique est
conquises et acquises à l'intérieur du Congo. Donc je suis très très fier, en tout cas pour une fois, la diaspora en Belgique a été unanime. Et vous n'avez pas vu, comme malheureusement dans d'autres pays de l'Europe, des leaders de diaspora qui prennent des positions justement pour ces gens qui nous agressent aujourd'hui. En Belgique, on est un bloc et aujourd'hui on a compris que même si on n'est pas encore parfait, on a compris qu'il fallait s'unir, unir nos énergies et faire des choses grandes. On a réussi justement Il y a des disparités, beaucoup de disparités en Belgique aussi, des gens qui ont reçu Corneille Nangaa, exactement. Et vous, en tant que vous qui vous présentez comme leader de la diaspora congolaise, c'est pas en Belgique qu'il a été reçu. Hein. Il n'a jamais été reçu en Belgique. Non, c'est à côté, c'est en France. Il y a beaucoup de Congolais qui ont fui, qui sont en exil en Belgique et qui sont en connivence aussi avec Corneille Nangaa. Vous qui vous présentez comme leader de la diaspora congolaise, qu'est-ce que vous avez mené justement comme plaidoyer, comme action sur le terrain, en Belgique d'abord? En Belgique, après les manifestations, il y a eu beaucoup de plaidoyer justement auprès du Parlement européen, puisque vous savez que la Belgique, Bruxelles et le centre de l'Europe aussi, on a mené des plaidoyers, surtout au niveau du gouvernement belge, là-bas, mais aussi on a aussi créé des lobbying, on a aussi commencé à conscientiser les gens avec des conférences où on explique l'historique, parce que beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi le M23 exactement, et beaucoup de gens confondent un peu les différentes sortes de combats. Il ne faut pas confondre les opposants politiques, il doit y avoir des opposants politiques. Dans tous les pays du monde entier, il y a le pouvoir et il y a les opposants. Mais pas confondre les frustrations des opposants et justement la guerre qui est menée contre le Congo. On ne fait pas la guerre contre le gouvernement congolais, on fait la guerre contre le Congo. Aujourd'hui, quand les gens meurent, je pense que l'année passée, j'ai passé plus de 6 mois justement dans les régions de l'Est, au Nord Kivu et au Sud Kivu, on a mené nos actions humanitaires. On a récolté plus de 40 tonnes l'année passée et qu'on a distribué et dans le Nord Kivu et dans le Sud Kivu. Et ça nous fait très très mal de voir que ces populations, après avoir eu tant de souffrances, aujourd'hui sont carrément victimes justement. Vous avez vu autant de morts, encore des déplacés, encore. Et vraiment, comme on reste en contact avec ces populations-là, on souffre avec eux, mais on est en train de créer justement d'autres leviers pour les venir en aide. Il va bientôt avoir un couloir humanitaire et on va continuer à faire ce qu'on fait. Ça veut dire soutenir de manière humanitaire, mais on ne peut pas s'arrêter là. Il faut aussi soutenir de manière lobbyiste. En fait, il faut créer un lobbying qui explique les réalités que vit le Congo, mais surtout, prévenir les Congolais de la diaspora et d'ailleurs de ne pas tomber dans les pièges justement de la manipulation et de ne pas confondre la frustration personnelle et égoïste avec la frustration nationale. Justement, je veux rebondir sur ça. Vous dites qu'il y a des gens qui confondent les dynamiques à la fois des manifestations, des protestations de l'opposition ici en RDC. C'est qu'il doit y avoir de l'opposition quand même, mais apparemment il y a une opposition qui doit être acceptable, l'autre non. C'est quoi le seuil, justement, pour dire que celui-ci, c'est un opposant régulier, il doit être accepté, il doit contredire ce que fait le gouvernement dans la mesure du possible, et c'est qui l'opposant qu'on ne doit pas accepter? À partir de quel moment? C'est une question Corneille Nangaa, il se trouve à quelle chose exactement? C'est une question très sensible. En fait, j'aurais pu comprendre Corneille Nangaa si jamais, en tant que Congolais, ancien président du Sénat, qui lui-même qui lui-même a participé justement à donner le pouvoir au président actuel. J'aurais pu comprendre qu'à un moment donné, il puisse se passer dans une opposition politique, mais ce que je ne peux pas comprendre et je ne peux pas admettre, c'est quand il s'associe et s'allie avec des gens qui tuent ma population, moi. On sait que le Rwanda, aujourd'hui, on commence partout à crier les condamnations contre le Rwanda. On sait que le Rwanda a une vision expansionniste et ils veulent essayer de prendre les territoires congolais pour des intérêts économiques. On sait qu'ils essaient de placer des populations qui viennent de l'extérieur pour justement demain balkaniser notre pays. Et moi, en tant que Congolais, en tant que patriote, ça, c'est la limite que je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que les Congolais, pour des intérêts personnels, peuvent travailler, négocier ou s'associer avec des gens qui tuent le peuple congolais. Parce que vous savez, les gens confondent souvent être un leader politique, c'est de travailler au service de sa population. Ce n'est pas la population qui doit travailler à votre service à vous. Donc moi, je pense que tous les leaders politiques, aujourd'hui, on est arrivé justement au seuil où ils doivent démontrer justement leur engagement en tant que leader de notre communauté, c'est qu'ils doivent se mettre au service de la population. Est-ce que s'associer avec les gens qui nous tuent, c'est rendre service à notre population? Je ne pense pas. Donc, il a dépassé le seuil de l'acceptable Corneille Nangaa. Pour moi, clairement... Oui, il ne fait plus de l'opposition acceptable maintenant. Surtout quand on connaît l'histoire de M. Corneille Nangaa, c'est quand, pour les gens qui ne sont pas que dans l'émotion et dans l'intérêt, il faut un peu étudier les personnes qu'on a en face de nous. C'est rare que je prenne des positions politiques, mais là, en fait, on est arrivé à un seuil où on ne peut pas
garder le silence, on ne peut plus se taire. Ouais. Sinon... Alors, Franck Diongo qui le rejoint, lui, il a été aussi peut-être... Franck Diongo, il a été diabolisé, mais écoutez, induit en erreur. Moi, je pense que les gens ont un cerveau, les gens ont une conscience, les gens ont des capacités d'analyse et tout le monde sait aujourd'hui d'où vient M. Corneille Nangaa et le rôle qu'il a eu ici dans le pays. Donc, ce n'est pas un pauvre Congolais qui a souffert toute sa vie et qui aujourd'hui revendique les droits parce qu'il a faim. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est quelqu'un qui avait un poste très important justement au niveau de la CENI et qui a placé justement le président actuel. Et c'est étonnant que c'est lui aujourd'hui qui se plaint et qui nous explique que le président n'est pas là de manière légitime, placé, etc. Ça peut prêter à confusion. En vous disant placé, vous voulez dire il a proclamé régulièrement. C'est son rôle. Donc c'est son rôle de proclamer. Ça pourrait autrement dire qu'il a mis simplement... Non, c'était son rôle de proclamer. Il a proclamé le président en tant que président. Et voilà. Donc aujourd'hui que lui se plaigne, peut-être parce qu'il a perdu ses terrains, ses maisons, etc. C'est ça en fait le problème. Et ceux qui revendiquent son départ maintenant, qu'en pense la diaspora? Le départ de Félix Tshisekedi? Bon, là c'est un débat qui peut être lancé, c'est un débat qui est légitime, puisque là, dans des moments clés, notamment des élections, il y a des débats où on place des gens à la tête de l'État. Il y a eu des élections il y a moins d'1 an. Il y a eu ces débats. Qui est-ce qu'on doit placer à la tête de l'État? Le peuple congolais a choisi clairement M. Félix Tshisekedi. Surtout dans la diaspora. Il y a eu des élections pour la première fois justement dans plusieurs pays, je pense en Afrique du Sud, en France, aux États-Unis, au Canada, en Belgique aussi. Donc là, clairement, je pense qu'il n'y a pas de débat. Il y a eu une victoire écrasante du président. Moi, je dis pas... Il n'y a pas de débat en Europe, on l'a élu, il reste jusqu'à la fin de son mandat. Par rapport à ça, à moins que quelqu'un me contredit, il n'y a pas de débat. Maintenant, les gens se sont peut-être abstenus. Pas, ça c'est leur problème. Mais question de victoire électorale par rapport au président de la République, voilà, c'est lui qui a été élu. Donc du coup, si on veut respecter un peu le système de la démocratie de notre pays, il faut accepter que le président est le président élu. Ça fait moins d'1 an. Donc j'étais un peu étonné, j'étais un peu surpris de ces positions. Et justement, on en est arrivé où? On est arrivé aujourd'hui, il y a des territoires qui sont de plus en plus occupés. Des gens meurent. Les gens sont déplacés, des gens sont dans la famine, des gens ne vont plus à l'école, n'enseignent plus. Et puis, l'image du pays. Quelle image le Congo donne justement pour les investisseurs? On est là pour essayer de développer notre pays, mais quand on montre que notre pays est sans cesse dans une instabilité sécuritaire, qui voudrait investir dans un pays instable? Et c'est un peu ça que je vous dis que ces gens qui font ça ne font pas ça pour rendre service au pays. La preuve, c'est qu'ils font fuir les investisseurs et justement le développement. On va parler de la question humanitaire maintenant. Je ne sais pas ceux qui sont en Europe s'ils se rendent compte du fait que la RDC, qui est supposée être une en tant que pays, ne l'est vraiment pas dans les faits. On a des régions entières, des territoires qui sont, je dirais, ostracisés, qui sont exclus, coupés du reste de la République. Je citais Bukavu, Goma, une partie de Walikale, etc. Il y a une crise humanitaire importante qui s'est fait sentir sur place. On sait que la diaspora a toujours prêté main forte aux Congolais ici en faisant des transferts d'argent, etc. On n'a pas senti une dynamique répondant à l'appel à la solidarité du gouvernement, sauf quelques initiatives privées comme la vôtre. Ouais, d'accord. En tout cas, depuis les reprises, parce que la guerre a commencé depuis très longtemps, et depuis les reprises violentes au mois de janvier, la diaspora essaie de s'organiser, mais on ne sait plus maintenant quelles sont les références. L'année passée, quand nous on a ramené nos 40 tonnes de dons, on savait comment passer, par où passer, par la douane, etc. Aujourd'hui, c'est un peu difficile de savoir comment négocier et comment amener les dons jusqu'aux populations qui en ont besoin. C'est très difficile, nous, de l'extérieur, de s'organiser et ne pas tomber justement dans des pièges, de collaborer avec des gens qui peuvent récupérer, voler ou justement nous faire tomber dans un piège de la communication. On ne fait pas d'humanitaire pour faire de la politique, mais faire de l'humanitaire, c'est de la politique, c'est du social. Vous l'avez dit, c'est de la solidarité. On veut être solidaire et on s'organise. Bientôt, on va relancer une campagne, justement, parce qu'un couloir humanitaire va être ouvert, grâce aussi au lobbying de la diaspora, où on a insisté à fond pour dire qu'on ne peut pas laisser les gens mourir sans pour autant leur apporter ce qu'ils ont besoin. Aujourd'hui, la situation humanitaire est catastrophique. Donc, du coup, on est en train de s'organiser, et même avec le gouvernement belge, mais aussi
la société civile s'organise énormément et on est en train de préparer des dons comme on a fait l'année passée. Et moi, en tout cas, par rapport à ça, j'ai confiance à la diaspora. J'ai confiance en tout cas aux Congolais de l'extérieur parce qu'ils savent que même comment vous avez fait pour loin, avoir toutes ces tonnes-là? Il y avait même, on a mis à votre disposition, je crois, des moyens de transport de l'armée belge. Oui, on avait réussi l'année passée à avoir 2 avions militaires belges qui ont été remplis. Et à part ça, on a envoyé des choses aussi par conteneur et par bateau. Oui. On a eu l'appui de la ville de Bruxelles. Là, un grand merci justement aux autorités de la ville de Bruxelles, Lydia Moutebele, au bourgmestre qui est en place actuellement encore et qui justement, grâce à leur appui, nous ont permis justement financièrement de pouvoir emmener des conteneurs. On a aussi l'appui justement de la ministre de la Défense de l'époque qui nous a donné 2 avions affrétés uniquement pour nos dons. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et parce qu'on a un lobbying, parce que justement, en Belgique, on a pu s'organiser, on a pu montrer l'influence qu'on peut avoir justement auprès du gouvernement belge. Et je suis content de dire qu'aujourd'hui, la Belgique est d'un seul pays qui n'a pas une double facette. Vous avez vu qu'on est très déçus par rapport à la position de la France. Et on a vu aussi qu'au Luxembourg, il y a des positions un peu bizarres. Et la Pologne qui soutient énormément nos ennemis, notamment le Rwanda. Donc ce sont les gens comme ça qu'on doit essayer de combattre. Et je passe un message à la diaspora de France et du Luxembourg. Organisez-vous comme on a fait en Belgique. Et s'il le faut, on vous appuiera. Mais il faut que les choses changent aussi dans la diaspora. Pour terminer, dernière question, est-ce qu'on peut dire que la diaspora congolaise est en train de se reformer, est en train d'avancer, d'évoluer? La diaspora se réforme, évolue. On n'est pas encore, je ne vous dis pas qu'on est encore parfait. Ouais. On a encore besoin de s'officialiser. On a encore besoin d'encore plus être structuré. Mais ça va venir. Vous savez, on peut avoir des combats d'ego, mais les actions parlent plus que quoi que ce soit. Donc on peut, et vous pouvez, en tant que journaliste, chercher qui fait quoi. Et un jour, les gens s'imposent pas par leur bouche, mais par leurs actions. Donc on continue, que les gens qui savent faire continuer à faire, et un jour peut-être avec l'appui du gouvernement, parce qu'à un moment donné, pour arrêter ces débats d'ego, il faut que les autorités puissent identifier les personnes clés et leur donner les responsabilités pour qu'on puisse continuer à faire notre travail comme on le fait depuis des années et des années. Merci beaucoup Didier Akama, merci d'avoir été le nôtre cette soirée. J'espère qu'on se retrouvera dans un autre programme pour parler en long et en large de la même thématique. Avec un grand plaisir. Merci. On va terminer avec Paul Chamala, communicateur du parti politique Alliance pour l'amour du Congo.